BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Eureka, ça y est, un accord a donc été trouvé, vous le savez maintenant, entre l'État, EDF, pour tenter de fixer ce prix de l'électricité nucléaire. Un accord avec 3 étages, comme une fusée, un peu compliqué. La grande question que j'ai envie de poser à notre invité, Nicolas Douarenne, c'est qui a gagné? Bonsoir Nicolas Douarenne. Bonsoir Edwige Chevrillon. Je rappelle que vous êtes président de l'UNIDEM, c'est l'Union des industries électro-intensives, on va dire ça comme ça, les gros industriels. En tout cas, c'est ce que vous représentez. Qui a gagné ce bras de fer? Vous êtes venu plusieurs fois ici sur ce plateau, chercher Emmanuel Vargon, Bruno Le Maire, etc. Pas Luc Rémont du reste. Très très prudent. Mais qui a gagné à votre avis? Je formulerai différemment. Oui, mais c'est ma question. Hein. C'est votre question. Oui. Ma réponse sera, le sort d'EDF est réglé maintenant, sur cet aspect-là. Maintenant, il faut que le sort des industriels le soit. Oui, donc ça veut dire que c'est EDF qui a gagné? Non, ce n'est pas nécessairement EDF qui a gagné. In fine, donc c'est pas une question de gagner ou perdre. C'est que finalement, nous soyons tous gagnants et que EDF fasse maintenant les gestes que nous aboutissions dans les négociations que nous avons engagées sur les différents points maintenant que ce préalable qui était indispensable est adressé. C'était un préalable, ça fait des mois effectivement que ce qui devait être calé, c'est calé. Cette étape est passée, ce n'est qu'une première étape, c'est la fin du commencement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment pas fini. On dit qu'un accord a été signé, mais en même temps, vous avez besoin, évidemment, le diable se cache dans les détails, vous avez besoin d'en savoir beaucoup plus. Mais quand même, Emmanuel Vargon, ici même, la présidente de la CRE, elle a dit la production du coût nucléaire, le coût de la production du nucléaire, c'est 60 €. Là, on sait que Luc Rémont disait beaucoup plus, et là, une espèce de coût moyen donc, qui a été décidé autour de 70 €. Quand même, on voit que c'est... Première chose, c'est un accord entre l'État et EDF. Nous ne sommes pas partie prenante à cet accord. Très important, ce n'est pas un accord triangulaire. Maintenant, nous avons négocié avec EDF, qui est notre partenaire. Nous devons aboutir à des contrats avec EDF, en dehors de cet aspect de régulation. Et ça, j'y reviendrai après en détail. Concernant cet aspect de la régulation, et ce prix moyen de référence, c'est une résultante. Ce sera la moyenne pondérée de tous les prix de vente d'EDF de la production des électrons nucléaires. Quand EDF produira 350, puis espérons 400 TWh assez rapidement, eh bien, ce sera le chiffre d'affaires généré par cette production nucléaire qui sera divisé par les mégawattheures produits et qui donnera un prix de référence moyen. Et c'est ce que dit M. Rémont, à juste titre. Ce 70 sera la résultante qu'il estime, vu d'aujourd'hui, que sera le résultat de tout ce portefeuille de clients industriels, consommateurs, etc., dont il aura fait une moyenne, tout simplement. On divisera le chiffre d'affaires par la production et ça donnera un prix moyen. Et le fait de dire que effectivement les 70 vont évoluer, c'est simplement le résultat du calcul qui se fera année après année en fonction de ces deux paramètres. Les prix de vente facturés du nucléaire et la production nucléaire. Oui, c'est intéressant là quand même à noter, à mon avis pas suffisamment souligné, c'est qu'en fait maintenant ça concerne la totalité de la production du nucléaire, contrairement à ce qui se passait avant avec l'ARENH. Il y a beaucoup de points de précision, bien sûr, au-delà des déclarations de principe, enfin des déclarations générales. Il faudra notamment préciser ce que c'est que la production nucléaire. C'est pas un sujet facile. Ah bon? Parce qu'il faut rattacher des électrons nucléaires à des factures de clients. Or, l'électricité est fongible. EDF n'a pas que du nucléaire dans son parc, il a de l'hydraulique, il a de l'éolien, du grand éolien, du photovoltaïque, il a des actifs à l'étranger, etc., etc. Donc il va falloir flécher les électrons nucléaires et la CRE aura un rôle, à mon avis, important à jouer à cet égard. Un de ses rôles. Parce que quoi, parce que vous lui demandez qu'il faudrait flécher, en fait, parce que l'accord qui a été signé aujourd'hui... On appelle un détourage, un carve-out en anglais, un détourage pour affecter, faire une liaison, une bijection entre des électrons produits par les 56 tranches nucléaires, 56, 57 demain, et les factures, et alors sur le volume qui sera vendu, puisque le volume sera de 350, puis 360, puis 400, espérons-le le plus vite possible. Est-ce que c'est un bon accord pour les entreprises? Parce que vous représentez une partie, enfin les gros industriels. Oui, 70% de l'industrie. 70% de l'industrie, donc ça va, vous pesez lourd. Une autre association, la CLI, ou la CLEM, je crois qu'on dit plutôt, dit c'est un très très mauvais accord pour les entreprises. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? Non, objectivement, pas du tout. Pas du tout. Je dis simplement que pour nous attaquons la deuxième manche, on a changé de camp, enfin on a attaqué la deuxième manche, il faut maintenant qu'elle soit jouée. Et elle faut se jouer très concrètement. Je dirais que pour nous, électro
électro-intensifs, nous prenons acte des déclarations du président d'EDF, parce que c'est au président d'EDF, enfin c'est à EDF que nous adressons aujourd'hui. C'est pas tant au gouvernement qu'à EDF que nous adressons aujourd'hui. Et je prends acte de sa déclaration ce matin. Il a dit qu'elle allait être un commercial responsable et engagé. Engagé, il n'y a aucun doute. Responsable, il n'y a aucun doute non plus. Maintenant, passons aux actes, et passons aux actes de façon concrète. Ok, mais est-ce que c'est un bon accord pour les entreprises ? Est-ce que vous vous sentez plus soulagé aujourd'hui qu'hier ? Voilà. Nous sommes dans l'attente du passage de l'engagement de cette deuxième mi-temps. Donc vous n'avez pas les réponses que vous attendez, quoi ? Nous ne les attendions pas aujourd'hui, parce que nous, électro-intensifs, la régulation n'est que le troisième étage de notre fusée. Notre fusée, les deux premiers étages, qui supposent que la fusée soit lancée pour que le troisième étage soit déclenché, c'est les deux premiers. Les deux premiers, c'est en base les contrats bilatéraux, ce qu'on appelle les contrats d'allocation de production nucléaire, que nous avons commencé à négocier avec EDF à son initiative à partir du mois de février. Mais EDF a considéré qu'il était opportun, de son point de vue, d'interrompre les négociations il y a un mois. Oui. Bah oui. On peut le regretter, mais enfin, c'est son choix de négociation. Donc nous attendons ce que les négociations reprennent au plus vite pour aboutir rapidement, dans le mois à venir, déjà des signes tangibles, c'est-à-dire des signatures de lettres d'intention, qui ne seront pas des contrats définitifs, bien sûr, mais des lettres d'intention. Premier volet, premier étage, très important, avec un volume significatif, et on fera, comme l'a dit le gouvernement, on fera les comptes dans 6 mois pour savoir quel volume de contrat a été signé. Est-ce que c'est un volume marginal, donc non représentatif, ou est-ce que c'est un volume qui adresse une partie de nos besoins ? Deuxième étage qui a été acté ce matin, de façon très claire, c'était un point essentiel pour nous, c'est qu'en complément de ça, le seul outil contractuel aujourd'hui qui existe, collectif, et qui fonctionne bien depuis 12 ans, s'appelle Excelsior. On en a déjà parlé. C'est ce groupement de 27 industriels, très gros consommateurs, qui représentent de gros volumes. La Commission nous avait donné avait donné à la France une autorisation d'aller jusqu'à un certain volume de contrats. Nous n'avons pas pu les financer à cause de la crise financière de 2008-2009. Il reste un droit de tirage significatif. Et donc la combinaison de ces deux, de ces contrats bilatéraux et de ce contrat collectif, nous pensons couvrir nos besoins à 70%. Et puis viendra au troisième étage la régulation, qui sera ce qu'elle sera. Et là où le prix sera différencié sur les profils. Et donc nous aurons, en fonction de notre consommation jour nu, enfin heure creuse, heure pleine, nous aurons des tarifs, des prix d'accès à ce prix régulé qui sera différent du prix moyen de 70, qui sera nécessairement... Le prix moyen de 70, ce sera la moyenne entre des prix inférieurs à 70 et des prix supérieurs à 70. Oui, c'est QFD, un prix moyen. Le deuxième étage de la fusée, ça veut dire quoi exactement ? En fait, si on essaye de faire un peu de pédagogie, ça se traduit en disant qu'en fait, dans un premier temps, il y a quand même des contrats qui ne rentrent pas encore dans ces négociations dont on parle aujourd'hui. C'est déjà une chose assez simple. C'est-à-dire qu'il y a des groupes qui, soit par la taille des sites concernés, par le très gros, profil très spécifique, l'aluminium, l'acier, la chimie, enfin, mais il n'y en a pas tant que ça, il y en a une dizaine, ça fait peut-être 20-25 sites en France, pas plus. Cela ne fait peut-être qu'un contrat bilatéral. Les groupes qui sont derrière sont prêts à avancer, à mettre sur la table des dizaines, voire des centaines de millions, à s'entendre, etc. Sur un partage du risque, bon. Il y en a beaucoup après qui sont des gros aussi, qui ont des grosses factures, qui sont électro-intensifs aussi, mais qui n'ont pas envie de rentrer dans cette logique d'avancer plusieurs centaines de millions de... Bon. Eux, Excelsior leur offre ce vecteur qui existe et qui est en place depuis 12 ans, où nous avions à l'époque fait une avance de 1,8 milliard à EDF pour Flavant 1003, et nous n'avons pas eu le droit de tirage de tirer l'intégralité des volumes. Donc nous demandons simplement à lancer cette deuxième tranche financière, qui sera probablement du même ordre de montant, mais qu'il va falloir monter avec un consortium bancaire. Il y a beaucoup de travail à faire, il va falloir... et obtenir la Commission qu'elle s'en tienne à son accord de l'époque. C'est-à-dire qu'elle nous autorise d'aller jusqu'au bout de ce volume. Je m'en souviens, lorsque vous étiez venu nous voir il y a quelque temps, Nicolas de Warren, vous avez dit, nous, en fait, il faut quelque part qu'il y ait une régulation, enfin, qu'il y ait quelque chose pour nous, industriels. Absolument. Là, il n'y a pas de régulation spécifique. Ah bon, alors j'ai mal lu. On est dans un système régulé. Enfin, je crois que personne n'a eu l'ambition que de laisser les clés du camion. Mais pour les industriels, je veux dire, pour vous. Pour les industriels, eh bien, nous aurons cette partie du prix régulé qui sera accessible à tout le monde, pas simplement l'industrie. Nous bénéficierons. Le reste, c'est de l'ordre contractuel, et c'est effectivement nos relations contractuelles avec EDF. Et ça, c'est... Alors, il y aura une régulation par Bruxelles, puisque nous devrons aller faire valider ces contrats un par un à Bruxelles. Mais en même temps, si je suis Arcelor, c'est sûr que c'est plus facile de négocier que si je suis une petite entreprise industrielle. C'est pour ça qu'Excelsior présente un bon complément. Il y a déjà 28 industriels. C'est une société fermée juridiquement, donc on ne pourra pas l'ouvrir. Mais en tout cas, les 28, qui représentent une part très importante, sont preneurs de volumes supplémentaires parce que vous avez un prix industriel, une visibilité, une prévisibilité, etc. etc. Mais oui, mais il y a des points à renégocier, on les renégociera. Mais un peu, alors même si vous les représentez moins à l'Uniden, en même temps, est-ce que...
pour les entreprises industrielles, les PME industrielles, ETI, oui. voilà, les ETI. Est-ce que c'est vraiment un bon accord? Alors là, pour eux, il y a dans ce cœur de portefeuille de l'industrie, de ETI, le Mittelstand français, dirais-je, il y a un sujet. Mais ça, oui, je croyais qu'on voulait réindustrialiser la France. Il y a un sujet. Grâce à son EDF énergie s'est nucléaire. engagé, et nous comprenons qu'ils y travaillent, engagé un produit financiarisé, un produit bancaire, qui pourrait accompagner effectivement ce volet financier et qui serait aussi un contrat collectif. EDF nous assure qu'ils y travaillent avec des partenaires bancaires. Toutes les PMI françaises? Alors, pas toutes les PMI françaises, une population que nous avons appelée les électrosensibles, ce sont des gens qui ne sont pas intensifs, mais qui pour autant, l'électricité représente un poids significatif, enfin, pèsent dans leur coût de revient, à côté des matières premières, à côté, etc. Eux, il faut adresser ce cœur de cible. Hein. Ça, c'est ce cœur du portefeuille industriel. Ce ne sont pas nos adhérents, c'est juste en dessous, mais je veux dire, la solidarité de chaîne de valeur, c'est très important pour nous. Ce sont en aval de nos produits primaires, des fonderies d'aluminium, des fours électriques, de la mécanique, etc., qui ont une vraie sensibilité à l'électricité. Et là, il y a une attente réelle auquel EDF doit répondre pour créer un produit plutôt collectif, parce qu'ils ne feront pas des contrats individuels sur mesure avec ces entreprises-là, un produit plus collectif, mais qui reste à construire. On comprend qu'il reste totalement à construire. On sait que, et puis j'en parlais l'autre jour dans la duration, on sait qu'il y a eu, quand je parlais des bras de fer, vous êtes un peu frité, si vous me permettez cette expression, avec notamment, parce que au sein même du gouvernement, il y avait une tonalité un peu dissonante entre Agnès Pannier-Runacher, Elisabeth Borne, Bercy. La question qu'on peut se poser quand même, c'est ce prix dont tu as besoin, parce qu'ils ont besoin de 25 milliards d'investissements annuels. C'est qu'en fait, il faut financer une claim point, il faut financer les nouveaux EPR, il faut... Donc, quelque part, vous industriels, vous allez payer la renucléarisation de la France et notamment d'EDF, le grand retour d'EDF. Écoutez, qui peut être une bonne chose. On prend notre part de cet engagement collectif, qui est un engagement qui va conduire à nous garantir l'électricité dont nous aurons besoin en 2050. Donc, je veux dire, c'est un pari collectif et nous devons tout faire pour que EDF soit au rendez-vous en termes de coûts, en termes de calendrier des électrons qui nous promènent avec ces nouvelles tranches nucléaires. Nous en payons notre part. Et c'est donc... Ça, c'est une réponse de diplomate. Non, mais je veux dire, à travers ces contrats individuels, ils seront nécessairement des contrats très sensiblement inférieurs, sinon ça ne sert à rien de négocier. Ils seront très sensiblement inférieurs à ce que c'est les 70 € que vous avez évoqués. Le contrat Excelsium a vocation aussi à redevenir très sensiblement inférieur à ces 70 € que vous évoquez. Donc vous allez négocier des prix qui seront inférieurs à ça. Bien sûr, à partir du moment où on va avancer à EDF, comme nous l'avions fait le 1,8 milliard, on va réavancer une somme équivalente qui va contribuer à son désendettement, et nous pensons que c'est un signal important pour la communauté financière que cette amorce de désendettement, mais c'est modeste par rapport aux 65 milliards de dettes d'EDF. Voilà, on apportera notre écho au désendettement d'EDF par ce biais. Mais ça suppose qu'en contrepartie, nous ayons la visibilité sur la durée et que les modalités d'association, de partage du risque industriel, c'est un point important, nous n'avons pas vocation à prendre en charge tout le risque industriel. Donc il faut cantonner ce risque. Nous sommes prêts à en prendre une partie, c'est la notion d'allocation de capacité, mais on ne va pas prendre l'intégralité du risque. Donc c'est un point du débat dans ces contrats. Le contrat industriel est beaucoup plus compliqué qu'un contrat commercial, puisque vous avez des composantes diverses. Bien sûr. Et vous, là, vous allez négocier... la renégociation des contrats, parce que vous avez dit tout a été arrêté par Crémont, parce que ça veut dire quand même qu'il espérait obtenir un prix un peu supérieur. Sinon, il aurait négocié avant. Je ne vais pas commenter en particulier sur sa stratégie de négociation. Il a mis ça dans le paquet, il en a fait un point important. Bon, j'en prends acte. Aujourd'hui, c'est heureux que cette étape soit passée, que ce préalable soit levé. Maintenant, il est temps de reprendre dès demain matin. Nous sommes prêts, bien sûr, à reprendre le fil des négociations pour aboutir à des échéances. On voudrait quand même des signes concrets avant Noël. Et puis ensuite, il y a un rendez-vous très important, c'est dans 6 mois. C'est ce qu'indiquait le gouvernement. Rendez-vous à fin juin, disons, au moment où la loi soit votée, espérons-le. C'est absolument indispensable qu'elle le soit d'ailleurs. Qu'il y ait eu l'accord de Bruxelles sur les différents volets de tout ça. Et donc, on fera les comptes. Combien y a-t-il de contrats signés? Pour quel volume? Est-ce représentatif? Est-ce couvrant? Ou ne laisse pas suffisamment? Donc, c'est deux jalons principaux, de notre point de vue, avec EDF. Décembre et juin prochain. Lorsque je ne sais pas si vous avez écouté, mais Bruno Le Maire, l'État a mis beaucoup en avant à propos de cet accord la stabilité, en disant c'est la stabilité dans les prix pour les consommateurs que nous sommes, pour les entreprises. Vous êtes d'accord avec ça ou pour l'instant vous dites je peux pas encore, c'est pas sûr?
stabilité, la formule sur le prix régulé, hein, on parle bien du prix régulé qui s'adressera à l'industrie en général. La structure choisie nous renvoie à un chiffre d'affaires réalisé par EDF. Donc par construction, il dépend de deux choses. Les prix qu'il facturera sur le marché, enfin son panel de clients, d'une part, et d'autre part de la production. Donc la notion de prévisibilité, on peut imaginer que compte tenu qu'elle sera enfermée dans une plage de variation qui sera acceptable. Voilà, mais on n'est pas dans la logique de l'arène et du prix fixe qui tombe quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe. Donc de ce point de vue-là... il y a beaucoup de variables en fait. Il y a beaucoup de variables, mais on peut considérer que c'est néanmoins... Alors il y a un point important là-dessus, c'est de voir est-ce que ce sont des dispositifs ex post qui consistent à prendre acte ex post du chiffre d'affaires réalisé. Quelles sont les incitations à produire pour EDF? Ça, c'est un point auquel nous sommes particulièrement attentifs. On a toujours insisté. C'est de l'intérêt général que EDF maximise sa production. Est-ce que ce dispositif ex post conduit EDF à maximiser intrinsèquement sa production? Je pose la question. Je pense qu'il faudra... Et notamment, vous donnez la réponse. Et notamment, le rôle de la Creuse sera très important à cet égard, de façon concrète. Mettre ces outils d'EDF maximise sa production, parce que c'est de l'intérêt général. C'est de l'intérêt général de la France, de l'industrie, d'EDF lui-même, etc. Et puisque vous parlez d'intérêt général de la France, il y a toujours le benchmark international qui est important à voir, à dire, se comparer avec les prix américains, on sait que c'est 40-60 $, les prix allemands, qui sont plus élevés, mais on a vu, en début de semaine... pour faire le retour sur ce que nous comprenons du dernier communiqué allemand, qui est... Oui, avec un plan, je ne racheterai pas à nos auditeurs et téléspectateurs, un plan absolument gigantesque quand même. À l'échelle de l'industrie allemande, néanmoins. Oui, 15 milliards. Oui, 15 milliards, 12 milliards. Enfin 12 et 15, ça dépend comment on compte. Oui, exactement. Fondamentalement, ce qu'on peut dire, c'est que nous avions un avantage concurrentiel vis-à-vis de l'Allemagne, à la fois sur l'électron et sur le complément. Par ce dispositif complémentaire, les Allemands suppriment cet avantage. Donc les Allemands reviennent à notre niveau. Voilà. Et donc, ça suppose bien que nous allions au bout de ces contrats, que ces contrats soient signés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils prennent une longueur d'avance, ils n'ont pas fait de contrat spécifique pour leurs électro-intensifs, ils ont écrasé le dispositif de transport, ils ont écrasé le dispositif fiscal, ce que nous avons fait en France, dont on bénéficie. Ils vont chercher à maximiser la compensation carbone. Donc maintenant, effectivement, la concrétisation de nos contrats, Excelsium 2, va nous mettre. Mais bon, une réponse du berger à la bergère. On a besoin que l'Allemagne soit en bonne santé, on a besoin que l'industrie allemande tourne. On fait quand même 50% de notre balance commerciale avec l'Allemagne. Enfin, donc, on a besoin que l'Allemagne tourne. Donc, si on est à parité, le sujet, il est outre-Atlantique et il est plus tellement outre-Rhin. Je crois que là, on a un aspect de de l'homogénéité de fait de la plaque européenne. Donc, si je vous ai bien écouté, Nicolas de Warren, je pense que vous allez revenir nous voir parce qu'il y a encore beaucoup de précisions à voir dans cet accord. Merci beaucoup. Merci je rappelle que vous êtes président de l'UNIDEM, donc l'Union des industries électro-intensives. Vous êtes très prudent. Moi, c'est ce que j'ai compris quand même. Merci.